Il était 3h47 du matin, le 2 février 2026, lorsque l'opérateur radar à bord de l'USS Spruance a remarqué quelque chose d'inhabituel. Au début, les contacts apparaissaient comme des groupes dispersés sur l'écran radar AN-SPI-1D. Petites signatures émergeant de l'obscurité le long de la côte iranienne près de Bandar Abbas. Un groupe, puis un autre, puis un troisième. En quelques minutes, l'écran se remplissait de ce qui semblait être des dizaines de petits contacts rapides, tous convergeant vers le même point dans le détroit d'Ormuz, où le destroyer américain effectuait des opérations de patrouille de routine. L'officier de pont a saisi l'intercom et prononcé 2 mots qui allaient résonner dans les coursives du navire pendant les 4 heures suivantes. « Capitaine, passerelle. Bienvenue sur Comprendre l'argent. » Le commandant Sarah Mitchell dormait depuis moins de 90 minutes quand l'appel est arrivé. Elle avait appris durant ses 23 ans dans la marine que les vraies urgences n'arrivent jamais à des moments pratiques. Elles arrivent à 3h47 du matin, quand le corps humain est à son plus bas, quand les temps de réaction sont les plus lents et le jugement le plus facilement obscurci. Elle était sur la passerelle en 4 minutes, son uniforme boutonné à la hâte, ses yeux s'ajustant encore à l'éclairage de combat rouge qui baignait chaque surface d'une lueur écarlate inquiétante. Ce qu'elle vit sur l'écran radar lui noua l'estomac. Les contacts se multipliaient. Ce qui avait commencé comme peut-être 30 navires approchait maintenant 60, puis 70. À 3h58, le radar suivait 107 contacts distincts, tous se déplaçant à grande vitesse vers l'USS Spruance. Leur vecteur d'approche n'était pas aléatoire. Ils venaient de plusieurs directions simultanément, se déployant sur un large arc qui finirait par encercler le destroyer de 9200 tonnes sous presque tous les angles. Ce n'était pas du harcèlement, ce n'était pas une posture. C'était l'ouverture classique d'une attaque en essaim de la marine des gardiens de la révolution islamique. Le scénario cauchemardesque que tout commandant naval américain dans le golfe Persique avait entraîné, mais espérait ne jamais affronter. Le contexte de la crise. Le timing n'était pas une coïncidence. L'Iran avait annoncé 2 jours plus tôt que son corps des gardiens de la révolution islamique mènerait des exercices navals à feu réel dans le détroit d'Ormuz les 1er et 2 février 2026. L'annonce était venue via radio VHF, fournissant des coordonnées plaçant la zone d'exercice dangereusement proche des voies de navigation, à travers lesquelles environ 20% du pétrole mondial passe chaque jour. Le commandement central des États-Unis avait répondu avec son propre avertissement, déclarant dans un langage inhabituellement franc qu'il ne tolérerait pas d'actions dangereuses de la part des gardiens, incluant les approches à grande vitesse de bateaux sur trajectoire de collision avec des navires de guerre américains ou des armes pointées sur les forces américaines. Maintenant, dans l'obscurité de la nuit arabe, cet avertissement était sur le point d'être testé, la tactique de l'essaim. Le commandant Mitchell comprit immédiatement ce qui se passait. La marine des gardiens perfectionnait les tactiques d'essaim depuis des décennies, depuis la leçon humiliante de l'opération Praying Mantis en avril 1988, quand les forces américaines avaient détruit ou endommagé une frégate iranienne, une canonnière, 3 vedettes rapides et 2 plateformes pétrolières en une seule journée de combat. Les Iraniens avaient appris de ce désastre. Ils avaient conclu qu'égaler la puissance de feu américaine avec des actifs navals conventionnels était un suicide. Au lieu de cela, ils avaient investi dans ce que les stratèges militaires appellent la guerre asymétrique. Utiliser des centaines de petits navires bon marché et jetables pour submerger les défenses sophistiquées, mais limitées, des grands navires de guerre. Un seul bateau rapide pouvait coûter $20 000 à construire et armer. Un seul missile Standard 2, utilisé pour le détruire, coûtait plus de $2 millions. Les mathématiques de l'attrition favorisaient l'attaquant. La flotte de bateaux d'attaque rapide de la marine des gardiens avait grandi régulièrement au fil des ans. En 2026, les estimations plaçaient l'inventaire total quelque part entre 3 000 et 5 000 navires. Ces bateaux étaient généralement armés de mitrailleuses lourdes de 12,7 mm, de lance-roquettes RPG-7, de lance-roquettes multiples de 100 mm capables de saturer une zone avec des ogives explosives à fragmentation. La doctrine était simple mais efficace. Plutôt que d'attaquer d'une seule direction, l'essaim approcherait de multiples vecteurs simultanément. 20 bateaux du nord, 30 de l'est, 40 du sud, tous convergeant à la fois, créant un environnement riche en cibles qui submergerait même les systèmes de contrôle de tir les plus avancés. La décision impossible. Le commandant Mitchell avait peut-être 90 secondes pour prendre une décision qui empêcherait soit une catastrophe, soit déclencherait une guerre. Les règles d'engagement étaient claires, mais pas simples. Les navires de guerre américains opérant en eau internationale avaient le droit inhérent à l'autodéfense contre tout acte hostile ou démonstration d'intention hostile. Mais qu'est-ce qui constituait une intention hostile?
100 bateaux approchant à grande vitesse, c'était certainement menaçant. Des armes pointées sur les forces américaines, cela franchirait une ligne rouge claire. Mais dans l'obscurité, avec le radar comme principale source d'information, il était impossible de savoir si les bateaux qui approchaient avaient leurs armes pointées sur le Spruance ou simplement montées sur leur pont. Le brouillard de guerre commençait non sur le champ de bataille, mais dans l'esprit du commandant. Le premier appel radio est sorti à 4h03 sur le canal 16, la fréquence de détresse et d'appel international. Navire non identifié approchant l'USS Spruance. Ici le navire de guerre 111. Vous approchez un navire naval des États-Unis. Déclarez vos intentions. Terminé. La radio crépitait de statique. Pas de réponse. L'opérateur répéta l'appel en farci. Toujours pas de réponse. À 4h06, le commandant Mitchell ordonna au navire d'aller au poste de combat. Le système d'adresse publique IMC lança l'alarme distinctive que chaque marin reconnaissait instantanément. Poste de combat, tout le personnel au poste de combat. Ceci n'est pas un exercice. Les systèmes défensifs. Les systèmes défensifs à bord du destroyer de classe Arleigh Burke représentaient la technologie d'armement naval la plus sophistiquée jamais déployée. Au cœur des capacités du navire se trouvait le système de combat Aegis, un réseau intégré de capteurs, d'ordinateurs et d'armes, conçu pour suivre et engager plus de 100 cibles simultanément. Pour la défense rapprochée contre les menaces de surface, le Spruance s'appuyait sur une approche en couche, le canon naval de 5 pouces, Mark 45, capable de projeter des projectiles de 66 livres jusqu'à 15 000. 2 canons à chaîne de 25 mm, Mark 38, le système d'armes rapprochées Phalanx, connu des marins sous le nom de R2D2, capable de tirer 4500 coups par minute, mais le Phalanx ne transportait que 1550 coups dans son magasin tambour, suffisant pour environ 20 secondes de tir continu. Contre un essaim de 100 bateaux, ces 20 secondes devraient être utilisées très soigneusement. À 4h11, les éléments de tête de l'essaim franchissaient le seuil de 5 milèses. À leur vitesse actuelle d'environ 40 nœuds, ils atteindraient le Spruance en moins de 8 minutes. L'escalade. Le deuxième avertissement radio est sorti à 4h12, cette fois accompagné de 5 coups de corne court, le signal international de danger. Navires iraniens, ici l'USS Spruance. Vous approchez un navire de guerre de la marine des États-Unis. Vos actions sont dangereuses et non professionnelles. Modifiez immédiatement votre cap et votre vitesse. Si vous continuez votre approche, des mesures défensives seront prises. Les réponses qui revinrent étaient glaçantes. Une voix parlant un anglais approximatif avec un accent lourd dit simplement « Nous arrivons. Préparez-vous à mourir ». Une autre voix récita ce qui ressemblait à un verset du Coran. Une troisième se contenta de rire. La guerre psychologique avait commencé. Les commandants iraniens comprenaient que les forces américaines opéraient sous des règles d'engagement strictes, nécessitant des réponses proportionnelles aux menaces. C'était un jeu de poulet joué à 40 nœuds dans l'obscurité du golfe Persique. À 4h14, le commandant Mitchell ordonna le déploiement de dispositifs acoustiques longue portée, des haut-parleurs puissants capables de projeter des messages d'avertissement et des tonalités dissuasives à des volumes assourdissants. En même temps, elle ordonna le lancement de fusées d'avertissement. Les fusées révélèrent ce que le radar avait déjà suggéré, des dizaines de petits bateaux, la plupart peints dans le gris distinctif de la marine des gardiens, leurs équipages visibles comme des silhouettes sombres, maniant des armes montées sur les proues et les poupes. Les bateaux iraniens commencèrent à se disperser davantage, élargissant leur formation d'approche pour créer plus de cibles que les systèmes défensifs américains ne pouvaient engager simultanément. Le point de non-retour. À 4h16, avec les bateaux de tête maintenant à l'intérieur du seuil de 3000, le commandant Mitchell prit sa décision. Elle avait épuisé les options non létales. Sous le droit inhérent à l'autodéfense, elle était autorisée à utiliser la force létale pour empêcher une attaque sur son navire. Mais elle choisit de franchir une dernière étape. Elle ordonna au canon de 25 mm avant de tirer des coups de semonce dans l'eau devant les bateaux de tête. Le Mark 38 rugit à la vie, lançant des obus de 25 mm dans l'eau sombre, à un rythme de 180 coups par minute. Les traceurs étaient visibles comme des traînées de feu traversant la nuit. Le message était sans équivoque. La prochaine rafale ne manquerait pas. Pendant un moment, peut-être 3 secondes qui semblèrent 3 heures, le résultat était en suspens. Le bateau de tête n'a pas fait demi-tour. Au lieu de cela, il accéléra, poussant ses 2 moteurs diesel à puissance maximale. Et alors qu'il accélérait, le mitrailleur maniant la DSHKM montée à l'avant traversa son arme, amenant la mitrailleuse lourde à pointer sur la superstructure du Spruance. À ce moment, les règles d'engagement ne nécessitaient plus aucune interprétation. Une arme pointée sur un navire naval des États-Unis constituait une démonstration d'intention hostile. La réponse du commandant Mitchell fut instantanée. Arme libre. L'enfer se déchaîne.
Le Phalanx avant s'engagea automatiquement, son radar suivant le bateau de tête et son canon de 20 mm, déchaînant un flux de pénétrateurs en tungstène à 4500 coups par minute. Le bateau rapide iranien se désintégra. Un instant, c'était un navire fonctionnel transportant 3 jeunes hommes. L'instant suivant, c'était un nuage de fragments de fibres de verre, de carburant brûlant et de restes humains se répandant sur l'eau sombre. L'engagement entier prit moins de 2 secondes. Mais il y avait 106 bateaux de plus derrière. La nuit éclata dans le chaos. Les autres bateaux iraniens, plutôt que d'être dissuadés par la destruction de leurs camarades, semblèrent énergisés par elle. Les RPG-7 commencèrent à tirer, leurs grenades propulsées par fusées laissant des traînées de feu alors qu'elles traversaient vers le navire américain. Plusieurs frappèrent l'eau à quelques mètres de la coque du Spruance. Une impacta la poupe du navire. Les lance-roquettes multiples de 107 mm sur les plus gros bateaux de type Boghamar ouvrirent le feu ensuite, leurs salves de 12 coups saturant des zones d'eau avec des ogives explosives à fragmentation. La voix du commandant Mitchell trancha le chaos avec un calme glacial. Toutes les stations d'armes, engagées à volonté. Barre, vitesse maximale, venez à droite au cap 270. Sortons-nous de cette zone mortelle. Les 4 turbines à gaz LM 2500 du Spruance hurlèrent à pleine puissance, accélérant le destroyer de 9200 tonnes à travers l'eau à plus de 30 nœuds. En même temps, chaque arme sur le navire qui pouvait porter sur une cible ouvrit le feu. Les 2 hélicoptères MH-60R Seahawk avaient décollé pendant les minutes initiales de l'engagement. Chaque hélicoptère transportait 4 missiles Hellfire, des armes guidées de précision conçues à l'origine pour détruire des chars, mais tout aussi efficaces contre les petits bateaux. Le premier Hellfire quitta son rail à 4h18, détruisant un bateau rapide iranien qui s'était aventuré trop près. Mais 8 missiles n'étaient pas suffisants. Ils ne le seraient jamais. C'était le problème fondamental avec la guerre en SM. Les armes américaines étaient conçues pour la qualité plutôt que la quantité. Chaque obus ou missile coûtant des centaines ou des milliers de fois plus que les cibles qu'ils étaient censés détruire. Les tactiques iraniennes exploitaient cette disparité impitoyablement. Le bilan. L'engagement dura environ 47 minutes, de 4h16 à environ 5h03. Durant ce temps, les forces américaines détruisirent ou désactivèrent 31 bateaux d'attaque rapide iraniens, tuant environ 75 à 90 membres du personnel de la marine des gardiens. L'USS Spruance subit des dommages de multiples impacts de RPG sur sa coque et sa superstructure, ainsi que des tirs de mitrailleuses qui tuèrent 2 marins américains et en blessèrent 11 autres. Le retrait lui-même fut aussi mystérieux que l'attaque avait été soudaine. À environ 5h01, un seul commandement sembla sortir sur les réseaux radiomilitaires iraniens, et les bateaux survivants rompirent leur assaut et se dirigèrent vers la côte iranienne à vitesse maximale. Les conséquences. Les heures qui suivirent apportèrent une flambée d'activité diplomatique qui égala l'intensité de l'engagement naval. Le ministère des Affaires étrangères iranien émit une déclaration affirmant que les navires de la marine des gardiens menaient des exercices de routine dans les eaux territoriales iraniennes quand ils furent attaqués sans provocation par les forces américaines. La réponse américaine vint du Pentagone et de la Maison-Blanche simultanément. Le secrétaire à la Défense émit une déclaration confirmant que l'USS Spruance avait exercé son droit inhérent à l'autodéfense contre une attaque en essaim hostile qui avait tué 2 marins américains et en avait blessé 11 autres. Le président Trump, dans un message sur Truth Social, fut caractéristiquement plus direct. « L'Iran a attaqué notre navire. Nos marins se sont défendus. Nous ne sommes pas ceux qui ont commencé cela, mais nous le finirons s'ils réessaient. Le monde regarde. » Les marchés pétroliers réagirent comme ils le font toujours à l'instabilité dans le détroit d'Ormuz. En quelques heures après que la nouvelle ait éclaté, les contrats à terme sur le pétrole brut bondirent de 8%, le Brent touchant $95 le baril avant de se stabiliser à $91. Ce qui n'est pas arrivé, mais ce qui s'est passé dans les jours suivants fut peut-être le plus significatif pour ce qui ne s'est pas passé. L'Iran n'a pas escaladé davantage. Les gardiens n'ont pas lancé d'attaques de suivi sur les navires américains ou les cibles régionales. Aucun missile n'a frappé les bases américaines en Irak ou dans les États du Golfe. Au lieu de cela, l'Iran semblait attendre, observer comment le monde réagirait, calculant son prochain mouvement avec la même attention minutieuse, à l'avantage asymétrique qui avait caractérisé sa stratégie militaire pendant des décennies. Le coût humain. Les 2 marins américains qui sont morts cette nuit-là étaient l'Aviation Boatswain's Mate Second Class Michael Rodriguez, 24 ans, de San Diego, Californie, et l'Operation Specialist Third Class Jennifer Chen, 22 ans, de Houston, Texas. Pour les familles de ces marins, aucune analyse géopolitique ne pouvait expliquer pourquoi leurs enfants ne rentreraient pas à la maison. Pour les 11 blessés,
dont certains porteraient des éclats d'obus dans leur corps pour le reste de leur vie, le coût de l'engagement de cette nuit se mesurait en douleur, réhabilitation et cauchemar. La guerre exigeait son tribut, qu'on l'appelle guerre ou non. Ce qui a changé. En fin de compte, l'attaque en Essaïn du 2 février 2026 n'a rien changé et tout changé. Elle n'a pas modifié la dynamique fondamentale de la confrontation américano-iranienne. Le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln est resté en station dans la mer d'Arabie. Le programme nucléaire iranien a continué. Le détroit d'Ormuz est resté ce qu'il avait toujours été, un point d'étranglement à travers lequel une grande partie de l'énergie mondiale s'écoule, contrôlée par une nation qui considère l'Amérique comme son plus grand ennemi. Ce qui avait changé était la connaissance, confirmée dans le sang, que la prochaine confrontation pourrait ne pas se terminer avec un destroyer et 100 bateaux rapides. Elle pourrait impliquer des porte-avions, des sous-marins, des missiles de croisière, des installations nucléaires et des missiles balistiques transportant des ogives qui pourraient dévaster des villes. L'attaque sur le Spruance avait démontré que l'Iran était prêt à accepter des pertes, prêt à sacrifier ses jeunes hommes dans la poursuite d'objectifs stratégiques, prêt à escalader de manière que les dirigeants américains avaient espéré était au-delà de la considération. La danse continuait. Le commandant Sarah Mitchell témoignerait plus tard devant le Congrès sur les événements de cette nuit, répondant aux questions de sénateurs qui ne s'étaient jamais tenus sur une passerelle à 3 heures du matin, regardant 100 bateaux converger vers leurs navires. Elle recevrait la Navy Cross pour son leadership sous le feu. Mais quand un journaliste lui demanda ce qu'elle avait ressenti dans les moments avant de donner l'ordre de tirer, elle fit une longue pause avant de répondre. « J'ai ressenti le poids de cela, dit-elle finalement. J'ai ressenti chacun de ces marins iraniens qui allaient mourir parce qu'on leur avait ordonné de mourir. Et j'ai ressenti chacun de mes marins qui mouraient si j'attendais trop longtemps pour les protéger. Il n'y avait pas de bon choix cette nuit-là, seulement des choix. » Le détroit d'Ormuz continue de s'écouler, indifférent à la tragédie humaine. Les navires passent à travers ces eaux étroites, transportant le pétrole qui fait tourner le monde. Quelque part, sous ces eaux sombres, reposent les coques brisées de 31 bateaux iraniens et les restes de jeunes hommes qui croyaient servir leur pays et leur foi. Quelque part à San Diego et Houston, 2 familles apprennent à vivre avec l'absence. Le monde regarde et attend la prochaine crise, la prochaine confrontation, le prochain moment où un commandant devra décider entre ouvrir le feu et se retenir. Et dans les chenaux profonds du détroit, où les courants sont forts et l'eau n'est jamais immobile, il y a ceux qui croient pouvoir entendre, s'ils écoutent attentivement, l'écho de coups de feu qui n'ont pas encore été tirés.